Dernier 12 avril 2025 devant ses militants lors de la fête de la Renaissance, la 3e édition à Dabo. La fête de la Renaissance, la 3e édition à Dabo. Nous y reviendrons dans un instant. Et pour terminer la première partie, nous irons au Gabon où le chef de la transition militaire est devenu président avec 90,35% de voix. Les détails dans un instant. Et pour terminer l'émission, nous irons avec Jean-Yves Esso, nouvelle recrue du RHDP qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre temps d'antenne. Merci d'être avec nous en ce lundi. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous en ce lundi 14 avril. Le plaisir est toujours nôtre d'être en votre compagnie. Merci de votre fidélité à Live TV. Nous accompagne ce soir pour parler politique nationale et internationale. Élisée Boloube, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur ce plateau, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. Herman Aboua, bonsoir. Merci d'être là. Marius Komoé, bon retour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci Christelle. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toutes les téléspectatrices. Nous sommes bel et bien de retour. Tout à fait. Voilà. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Je ne peux pas accepter une CEI boiteuse, elle rampe, disait-il, et je parle du président du PPACI qui s'adressait donc à ses militants lors de la 3e fête de la Renaissance à Dabo. Tenez-vous prêts, poursuit-il, dans 2 semaines, on vous dira ce qu'il faut faire. Il a toutefois affirmé que son parti était prêt à aller à ces élections présidentielles d'octobre 2025 et à les gagner. Messieurs, avec vous, nous allons essayer donc de faire autant que faire se peut un décryptage de cette actualité. Commençons par vous, Marius Komoé. Vos commentaires et analyses justement sur la prise de parole du président du PPACI lors de cette fête de la Renaissance, 3e édition. Ah oui, mais il faut dire qu'au cours de cette fête, qui d'ailleurs est un creuset de célébration donc, de la liberté, avec grand L, ça a été également l'occasion pour le président du PPACI, comme vous l'annonciez, d'évoquer la fête de la Renaissance, pas de la liberté. De la Renaissance de la liberté, la Renaissance donc de la Côte d'Ivoire, la Renaissance donc du multipartisme, en fait tout ce qui concourt à l'expression véritable de la démocratie dans un pays. Et ce fut également l'occasion pour le président Laurent Gbagbo, comme à l'accoutumée, de passer en revue au cours de son adresse à la masse populaire qui était venue pour l'écouter, de passer en revue donc l'actualité nationale et même internationale. Et donc il a évoqué la question donc de la CEI, de la présence donc de son parti à la CEI et de leur départ donc de cette institution, mais il n'a pas manqué également de relever un point essentiel. Parlant donc du premier président de cette institution ivoirienne, il a, à la personne du Premier ministre Begré Mambé, il a évoqué les déboires qu'il a eu avec ce dernier jusqu'à ce qu'ils mettent un terme à leur collaboration. Et on a, le Premier ministre a répondu également. Et la réponse du Premier ministre ne s'est pas fait attendre. Il a dit, et je le répète, en suivant mot pour mot ce qu'il a dit au président Gbagbo, il prie, il va prier pour le président Gbagbo afin que justement, au dire du Premier ministre, que Dieu lui pardonne. Dans les faits, nous étions donc essayons de rappeler un peu le verbatim du Premier ministre. Oui, mais nous sommes en pleine fête des rameaux et n'oubliez pas que le Premier ministre est un prédicateur de renommée dans l'église méthodiste où il officie régulièrement. C'est un homme ancré dans la parole divine et qui sait, il compte les mots qu'il tient, les mots qu'il prononce sont très forts pour nous en tant qu'intellectuels. Et quand nous l'écoutons en disant par exemple qu'il pardonne au président Laurent Gbagbo car il ne sait pas ce qu'il dit, c'est comme s'il nous rappelait les propos du Christ en ce temps des rameaux avec son entrée triomphale à Jérusalem. Et
tous ces rameaux versés sur le sol pour l'accueillir. Le Premier ministre, n'oublions pas, je l'ai dit, est un prédicateur et il rappelle au moment de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Une pause, Marius Komoé. On va regarder cet élément qui nous donnera donc le loisir de mieux faire commentaire. Très bien, je vous en prie. C'est parti. Moi, je ne combats pas Philbert Koulibaly. Je combats un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de ça. Voilà donc quelques mots choisis, c'est pas tout le commentaire, hein, tout le discours, on a juste pris quelques mots. Vous avez lu tout le discours. Allez-y, on reprend donc les points. Vous étiez sur ce que le président Gbagbo reprochait au Premier ministre et on avait donné donc la réponse, je vous aide. Il l'a dit, à un moment donné, Begré Mambé avait inscrit 400 000 noms, alors que les opérations... Oui, 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas commencé. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé, on vient de l'écouter, et le Premier ministre, Begré Mambé, donc, a répondu, allez-y donc. Je prie pour Laurent Gbagbo, il ne sait pas ce qu'il dit. Continue là-dessus. Comme pour nous dire ce que exactement le Christ sur la croix disait à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, en accusant le Premier ministre Begré Mambé d'avoir inscrit frauduleusement le mot tient toute sa place, 400 000 personnes sur la liste électorale avant même le lancement du processus électoral, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République, traite à notre humble avis le Premier ministre Begré Mambé en ce temps-là de fraudeur. Et ça, Monsieur le Premier ministre, loin de rouler dans les brancards, a préféré donc lui répondre par une citation divine très connue et qui fait acte et qui est d'actualité. Et donc, je pense qu'il faut passer à autre chose. Parce que pour nous, qui avons régulièrement demandé au régime en place de créer la table de discussion pour écouter, ne serait-ce que relever, prendre en compte, recueillir les préoccupations de l'opposition, nous n'avons pas jugé important, sinon utile en ce moment précis, d'accuser le chef du gouvernement de fraudeur. Parce qu'au final, on cherche à discuter avec le gouvernement. Or, le gouvernement a un chef, c'est le Premier ministre. Et c'est lui qui ira dire au président de la République les avancées des entretiens entre l'opposition et le gouvernement afin d'orienter le président de la République sur la nécessité en usant, bien sûr, de cet article 48 dont parle tout le monde pour permettre aux uns et aux autres d'être candidats quand on sait comment, à l'état actuel des choses, eh bien, certains ne sont pas sur la liste électorale. Et donc, cette sortie nous laisse sur notre faim. Nous avons également relevé le discours du président, du vice-président Damana Adia Pikas, qui était un discours assez fort, qui naturellement haranguait donc les militants et militantes du PPACI en leur demandant de se tenir prêts parce que le parti ne se laissera pas compter. Le parti va réagir quant à l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Daouda, votre regard nous intéresse justement sur donc, le discours, on va dire le fond, la forme, et tout ce que vous avez retenu comme moment important de cette troisième célébration de la fête de la Renaissance du PPACI. Bon, en fait, pour dire vrai, je pense que... Monsieur Je pense que on va pas... Laurent Gbagbo n'a pas trahi à la tradition. Déjà, la fête de la Renaissance au niveau du PPACI, c'est une fête qui est statutaire. Donc, c'est de tradition chez eux. Chaque année, ils fêtent, selon eux-mêmes, la vie sur la mort. La tradition était tellement respectée que même le discours de fond n'a pas changé, selon moi. Parce que, à l'orée de tous les autres cococos qui ont été faits, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Djopé, que ce soit au stade d'Angré, que ce soit à Makori, c'est toujours
les mêmes récriminations en fait. Donc selon moi, pour ce que j'ai pu voir un PPACI encore dans le passé. C'est-à-dire? Donc quand je dis encore dans le passé, c'est toujours ressasser tout ce qui s'est passé. En 2010, ils ont bombardé ma maison. En 2010, il y a eu ceci. En 2010, il y a eu cela. La CEI n'est pas bonne. La CEI est ceci. Moi, je veux dire, en tout état de cause, lors de ce meeting-là, je m'attendais en fait à avoir un discours de projet. Parce que Christelle, figurez-vous, nous sommes à 5 mois d'une élection présidentielle. À 5 mois, le discours que M. Laurent Gbagbo tient aujourd'hui, ce discours pouvait tenir en 2010. Ce discours pouvait tenir en 2009. Il pouvait tenir même qu'en 2005-2002. Les enfants qui sont nés en 2000, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 25 ans. La perspective a changé. La vision a changé. Les problèmes ont changé. Les enjeux socio-économiques ont changé. Donc, ils ont envie d'entendre véritablement des choses du futur. Mais on ne peut pas, 15 ans après, venir ressasser les mêmes choses du passé. Quand j'ai fini de dire ça, je passe à la question de... Je pense que la réponse du Premier ministre, chef du gouvernement, a été claire. Moi, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais selon moi, depuis très longtemps, je pense que le PPACI cherche à discuter avec le gouvernement en place. Il demande un dialogue politique. Il demande un dialogue politique et autres. Quand on demande un dialogue politique, il y a une posture à avoir. Laquelle? Il y a des propos à pouvoir tenir. Parce que celui qui doit te permettre, comme le disait Marius Komoué, d'avoir accès au président pour que vous puissiez discuter, quand tu le traites de fraudeur comme ça, pourtant, il n'y a même pas un soupçon de preuve, on n'a pas vu de jugement, on n'a pas vu de grosse qui dit qu'il a fraudé, que ceci, c'est cela. Je pense que ce sont des perceptions, ce n'est pas nécessaire. L'autre chose, c'est que, en parlant de Begré Mambé, le Premier ministre, il dit le Premier ministre de l'autre. Il faut faire attention au mot. Le Premier ministre de l'autre. L'autre, c'est qui? De qui je parle, voilà. C'est le président de la République que tu as appelé mon frère. Il faut avoir l'humilité de dire son nom. Moi, ça ne me pose aucun problème, mais je pose le postulat de sorte que chacun puisse comprendre. C'est quelqu'un avec qui tu veux discuter. Or, quand j'écoute ces petits mots qui sont là, l'impression que ça donne l'impression de... On est en train de cristalliser la situation, de cristalliser les positions. Parce que quand, après, on entend « préparez-vous, dans 1 semaine, dans 2 semaines, on va vous donner un mot d'ordre ». Je ne sais pas c'est lequel des mots d'ordre. Pour l'instant, on n'a aucune idée. Je ne sais pas de quel mot d'ordre on parle. Mais vous vous rappelez qu'il y a 2 ou 3 semaines en arrière, j'avais dit sur ce plateau-là ici. Et je vais le répéter, je vais mettre une autre couche. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, nous sommes à 5 mois d'une élection présidentielle. Toutes ces années qui sont passées en arrière, la jeunesse a été toujours instrumentalisée. C'est vous qu'on appelle pour aller couper les troncs de bois pour les mettre sur la route. C'est vous qu'on appelle tout le temps pour aller ériger des murs de Berlin au XXIe siècle. C'est vous qu'on appelle toujours pour aller dans la rue et finalement vous avez des problèmes. Je le répète encore une seconde fois. N'allez pas donner votre vie pour des problèmes politiques qui ne vous concernent pas forcément. Parce que si vous devez aller dans la rue, soyez sûr que c'est pour des questions d'éducation. Soyez sûr que ce soit pour des problèmes de santé, des problèmes de vie chère. Mais si c'est pour des problèmes d'un individu avec la justice, je vous en prie. Pour l'instant, on n'a aucune idée justement de... Justement, c'est parce que je n'ai aucune idée de ce qui va se dire. Comment vous préjugez? Je ne préjuge de rien. Je lance un appel aux jeunes de Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont que trop souffert. Ce n'est pas le lieu pour eux d'aller donner leur vie. Si un homme politique vous demande d'aller dans la rue, assurez-vous qu'il est là. Sa femme est là, ses enfants sont là, ses tantes, ses nièces et ses cousins, ils sont tous là et vous vous mettez derrière eux. Parce que la jeunesse a trop souffert. Très bien. Voici mon postulat. Herman, je pars avec vous justement, votre regard, analyse et commentaire. Dans son discours, il a parlé, je lis un peu un verbatim, je ne combats pas Cuillière, mais c'est un système global où des dirigeants étrangers placent leurs hommes à la tête des États. Il a également donné son soutien au mouvement de grève
qu'il y a eu avec les enseignants. Il a parlé du prix du cacao, comparaison Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun 5 000, Côte d'Ivoire 2 000 francs, disait-il. Herman, commentaire au total. Bon, moi déjà, il faut noter que lorsqu'il parle il revient sur les histoires de café, cacao, le prix, c'est pas des débats qui sont nouveaux. Hein. On en parle souvent, on revient là-dessus, parlant de cherté de la vie et tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un peu cette mobilisation-là. Parce que quand on dit Dabou, c'est vrai que c'est à Dabou, mais c'est carrément dans une forêt que Laurent Gbagbo a essayé d'emmener ses militants et ses sympathisants. Une forêt. Oui, parce que c'est très loin de la ville. C'était dans un endroit, dans la brousse là-bas. Il envoyait et ils sont partis là-bas. Et j'avais dit ici une fois que la question de mobilisation, ce n'est pas, on ne peut pas se dire que Ouattara ne peut pas mobiliser, que Gbagbo ne peut pas mobiliser, ou Bédié s'il était là. Parce que en Côte d'Ivoire, on est encore dans le système de leader gourou. Lorsqu'il donne un mot d'ordre et que les sympathisants suivent. Et c'est là que je me dis, lorsqu'il dit dans 2 semaines, vu ce processus électoral qu'il estime avec ses camarades, qui n'est pas transparent, quand il parle c'est une question de système global, je ne vais même pas faire le lien avec les gens qui sont qui seraient tapis dans l'ombre au niveau de l'international, qui veulent positionner. Mais le problème de la CEI aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de personne, de cuibière. C'est le problème. CEI, c'est un problème systémique. Au moins ça, c'est un problème du système. Aujourd'hui, il se trouve que la CEI estime qu'elle a fini avec la période de contentieux et que les individus qui n'étaient pas d'accord sur des personnes inscrites sur la liste devaient aller présenter leur requête dans ces commissions électorales indépendantes. Mais les gens parlent de ce que l'opposition a vu, c'est une irrégularité, que ce soit des personnes qui existeraient ou pas, mais c'est des irrégularités par rapport à des objectifs qui sont bien précis dans le code électoral. Donc 6 millions d'irrégularités, même si on estime que ça peut être absurde, il faut donner suite et puis passer à analyser ce fichier électoral. Ce qu'il n'y a pas eu. Et je ne veux même pas personnaliser l'affaire où lui-même il n'est pas présent sur la liste électorale. Quoique, il y a des éléments juridiquement qui permettent à ce qu'il soit sur cette liste électorale. Donc, dans 2 semaines qui disent, et c'est là que moi, quand je dis, c'est un peu ça ma crainte. Vous avez vu la dernière fois, le PDCI, les députés PDCI ont fait une marche de 500 mètres à peu près du siège de l'Assemblée nationale jusqu'à la justice. On a vu comment est-ce qu'ils ont été bousculés. Si Laurent Gbagbo aujourd'hui, par rapport à ce qu'il envisage fait, qu'il donne un mot d'ordre, je ne dis pas que c'est forcément parce que tous les partis politiques, lorsqu'ils demandent à leurs gens de venir manifester, on suppose que les forces de l'ordre sont là pour encadrer. Mais il faut éviter cela. Moi, je dis aujourd'hui, personnellement, le dialogue politique, il est plus qu'urgent. Et ça devait être une préoccupation urgente au niveau même du pouvoir du gouvernement. Dans 2 semaines, il faut éviter de lancer un mot d'ordre. Oui, il a dit qu'ils vont faire un comité central et à la suite du comité central, il y aura un mot d'ordre pour le terrain. Mais l'action du terrain aujourd'hui, c'est quoi? Il peut demander à marcher. Quoique c'est normal, mais on sait les inquiétudes toujours qu'on a dans les marches sous nos tropiques. Donc on peut l'éviter. Parce que, mine de rien, tout ce que je dirais, ce non-intérêt des préoccupations de l'opposition, ça peut emmener les leaders de ces partis de l'opposition-là à tenser le pouvoir sur le terrain. Il faut qu'on évite cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent au moins qu'il y ait un dialogue politique. Pour qu'ensemble, vous trouviez les solutions. Mais qui est le responsable du dialogue politique? Pourquoi depuis 2022, le pouvoir ne peut pas accéder à cette requête-là pendant que l'opposition est demandeur à des préoccupations? Parce que ce qu'il faut dire, c'est ensemble qu'on atteint un objectif de paix. Mais ça ne se décrète pas, la paix. La sécurité, ça ne se décrète pas. C'est ensemble qu'on y travaille. Si tu mets des ingrédients pour faire une sauce jumblée, tu vas avoir une sauce jumblée. Donc si tu veux éviter, ce jour tu n'as pas envie de manger une sauce jumblée, tu veux éviter cela, prendre des ingrédients qui vont t'emmener à aller à la paix. Et moi, je pense que le pouvoir, le gouvernement actuellement, doit pouvoir travailler à faire obtenir à l'opposition, au leader de l'opposition, parce que pour une fois,
ils semblent avoir les mêmes préoccupations. Ils ont fait retirer leurs représentants au niveau de la CEI, le PPACI l'a fait, le PDCI a suivi, certainement le FPI de Patrick Afinguessan va le faire, ainsi de suite. On peut éviter cela. Très bien, Man. Élisée, j'aimerais donc avoir, vous avez écouté vos amis, quels sont pour vous les moments forts de cette rencontre, dans le fond comme dans la forme? Ok, je vais commencer par la forme. Mes commentaires vont aller sur la forme et dans le fond, mais je commence par la forme. Pour ce qui concerne la forme, il faut dire qu'on a assisté en tout cas à une célébration grandeur nature, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. En termes de mobilisation, il y a eu quand même de la mobilisation. C'est vrai que certains diraient que ce n'est pas surprenant, on parle quand même de Laurent Gbagbo qui est quand même une figure représentative du microcosme politique en Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas une surprise, mais bon, je pense que c'est quand même un élément important à relever. Ça donne du regain à la formation politique, surtout que c'est une formation politique, quoique il y a des leaders qui ont existé depuis longtemps sur la scène politique, mais qui a une formation politique un peu, je vais dire, récente, puisqu'elle a été créée juste en 2020. Donc ça, on peut comprendre déjà en termes de mobilisation et dire que, comme les images nous montrent qu'il y a une mobilisation populaire. Maintenant, comme je l'ai dit, en termes d'organisation, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun incident qui a été signalé. Tout s'est bien passé. Les gens sont arrivés, ils ont fait leur cérémonie, ils sont rentrés. Et ça, je tenais vraiment à féliciter le comité d'organisation pour cela. Maintenant, quand il s'agit au fond, je voudrais qu'on rentre vraiment dans le fond. Allez-y. Moi, j'ai quelques observations sur le discours du président de la République. Du président Laurent Gbagbo. Mais je suis vraiment satisfait parce que quand Laurent Gbagbo dit que je n'ai pas de problème ou je ne combats pas Cuibière, mais moi je suis heureux. Parce que Laurent Gbagbo me rejoint totalement. Sur ce plateau ici, on a passé tout notre temps à toujours dire que le problème n'est pas Cuibière. On a passé notre temps à l'expliquer ici de fond en comble. J'espère que ceux qui, à longueur de journée, embouchent les éléments de langage de leur leader politique vont en tout cas nous laisser respirer un peu à la question de Cuibière. Mais il parle d'un système global, Élisée. Voilà, mais il dédonne Cuibière, ce n'est pas Cuibière le problème. Lui, il le dit. Je ne combats pas Cuibière, je combats un système. Donc, ça veut dire aujourd'hui, Laurent Gbagbo reconnaît que le problème n'est pas Cuibière. Le problème est le système. Mais le système, il est mis en place par qui? Il est mis en place par les acteurs politiques. Donc quand il dit que le problème est systémique, il se met à l'intérieur. Moi, je pense qu'il est cohérent. Il se met à l'intérieur du système. Il dit où des dirigeants étrangers, il est clair, il dit des dirigeants étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Ça, c'est des propos qui n'engagent que lui. C'est des propos qui n'engagent que lui. Je pense que quand il est venu en 2000 et qu'il a mis la CEI en place, parce que c'est lui qui a mis la CEI en place, ça il est important qu'on le rappelle, la CEI est l'émanation, ou du moins le décret qui crée la CEI est l'émanation de M. Laurent Gbagbo. Donc, lui qui a mis la CEI ici, il pense que la CEI, quand il la mettait, c'était pour mettre un dirigeant étranger. Bon, ça c'est des propos qui n'engagent que lui. Moi, ça ne m'engage pas. Voilà, ça c'est des propos qui n'engagent que lui. Mais je note justement qu'aujourd'hui, au moins, il reconnaît que le problème n'est pas le président de la CEI. Le problème est un problème systémique. Si c'est un problème systémique, et comme je le dis, on réfléchit vraiment d'une façon cohérente. La CEI, là, sa mise en place, son émanation, tout ce qui est aujourd'hui là, c'est les accords politiques. Ça veut dire que M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, est comptable de ce que la CEI est aujourd'hui. Parce que ce que la CEI est là, c'est ensemble, à partis politiques qui l'ont décidé. Donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas comptable. Donc c'est systémique là, ils en sont donc tous responsables. Donc il faut qu'ils revoient ce système-là et qu'ils le corrigent eux tous. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité des partis politiques de le faire. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose que je veux dire, quand je prends les propos concernant le Premier ministre. Le président de la CEI était Begré Mambé. Begré Mambé qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez. À un moment donné, Begré Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms alors que les opérations n'avaient pas commencé. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. C'est cela. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et puis Begré Mambé, je vais revenir sur la réponse de Begré Mambé. Oui, je prie pour Laurent Gbagbo, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Christelle, de vous à moi, si on n'avait pas donné les identités des différentes personnes et qu'on donnait juste les propos, moi, je pense que les propos de Begré Mambé auraient dû être les propos de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire? Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas tenir de tels discours, dire que le président de la CEI, pardon, le président Begré Mambé, jetait en pâture l'actuel Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'il fait. Il le jette en pâture. Il a fraudé. Il a mis 400 000 personnes. Mais qui nous rappelle les faits? Moi, je vais vous faire de l'histoire. Si vous voulez en faire toute l'émission dessus, cette histoire-là, je la connais de A à Z. Mais à quel moment on n'avait pas commencé l'opération et puis on est arrivé à 400 000 qu'il avait des amis? Mais ce n'est pas vrai. Les 400 000 là sont issus d'une liste qu'on appelle la liste grise. Après qu'on ait fait le croisement des fichiers. Mais on va faire l'histoire. Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent un peu ce qui se passe. On ne va pas prendre aussi tout ce que nos leaders politiques disent comme agent comptant. On va faire l'histoire. Il y a eu des croisements de fichiers en 2009 et à l'issue de ces croisements de fichiers là, il y avait 1
300 000 personnes qui avaient été déclarées comme des personnes qui n'étaient pas retrouvées dans le fichier, mais qui étaient sur la liste, le fichier électoral avait été établi. Et le Premier ministre, qui était en tant que président de la CEI, et les acteurs politiques se sont assis autour d'une table et ils ont dit, OK, ces 1 million là, il faut qu'on les regarde. C'est vrai qu'ils ne sont pas retrouvés dans les fichiers. Quand on a fait le croisement des fichiers, ils ne sont pas dedans. Mais rien ne nous dit que ce n'est pas des Ivoiriens. Donc ça veut dire que ce pas des gens qui n'ont pas droit au vote. Donc regardons dedans, retravaillons ce fichier-là pour voir. On peut en trouver des uns et des autres. Oh, à l'issue de ces 1 300 000 là, il y a 400 000 qui semblaient remplir les conditions. Et lui, il ne s'est pas levé pour mettre les 400 000 sur la liste. Pas du tout. Il a interpellé les acteurs politiques. Il leur a dit, à l'issue de la vérification de ce fichier d'1 300 000, on a eu 400 000 qui semblent faire partie, ou bien qui semblent être éligibles à faire partie de la liste électorale. C'est là qu'on a parlé de la question de la liste grise. Et en ce moment-là, c'est là justement que le parti au pouvoir, dirigé par Laurent Gbagbo, a dit non, niet, que les 400 000 dont tu parles là, c'est des gens que vous voulez mettre frauduleusement sur la liste. D'où pas le désaccord qui conduit à l'éviction ou au limogeage du Premier ministre. Donc pour le parti au pouvoir de l'époque, c'était donc une question de mettre des personnes frauduleusement. Voilà, donc cette histoire-là n'a pas été évacuée de sorte à ce qu'on vient de dire aujourd'hui que le Premier ministre est un fraudeur et qu'il aurait mis 400 000. Je pense quand même à un moment donné, si lui tient à sa réputation, et je suis d'accord qu'il tient à sa réputation, il est ancien chef d'État, mais qu'il respecte aussi la réputation des autorités en place. C'est des autorités, c'est des personnalités. On ne peut pas les jeter à l'avenir populaire en les traitant de fraudeurs alors qu'on n'a même pas de preuves établies de ce qui a été fait. Aujourd'hui, ce que je dis là, c'est factuel. On peut remonter dans l'histoire, on va ressortir tous les faits et puis on va les comparer. Alors donc, à un moment donné, moi je trouve qu'il faut arrêter ça. Au total, Élysée, pour revenir sur cette affaire, donc, à l'époque, le parti au pouvoir estimait que les 400 000 étaient donc du faux et la CEI a présenté preuve à l'appui que non, c'était des Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bien. Pas que le parti ait dit c'est des fraudes. J'ai expliqué le mécanisme. Après le croisement des fichiers, l'INS, ONI, SAGEM, tous ces fichiers-là qu'on a croisés, tous ceux qui s'étaient fait enrôler, finalement, on avait ressorti de la liste des personnes qui s'étaient fait enrôler 1 300 000 qui n'étaient pas retrouvés dans les fichiers quand on a fait le croisement des fichiers. Et ils se sont dit, c'est ce que je dis, le président de la CEI et les acteurs politiques, les 1 300 000 là, on ne peut pas juste dire qu'ils ne sont pas éligibles à l'élection. Il faut qu'on vérifie encore avec certains autres critères. Peut-être qu'ils peuvent faire partie des personnes éligibles. Et après cette vérification, qui n'est même pas le fait de l'actuel Premier ministre, ce n'était même pas son fait. Lui n'est que juste le président de la commission. Mais il y a des structures spécialisées qui géraient ça. Il y avait l'INS. L'INS qui était par M. Meleux. Meleux qui était un proche de Laurent Gbagbo, parce qu'il était le DG de l'INS. C'est eux qui ont fait le travail, ça jette. À quel moment donc, Bégué Mambé fait 400 000 qui met sur la liste? À quel moment? Donc à un moment donné... Donc le fait de rappeler ce fait-là aujourd'hui... C'est important qu'on le rappelle. Moi je dis et je le respecte. Autant j'ai un faible pour le respect de nos autorités, autant franchement je suis horripilé quand on les jette à la pâture, surtout sur des faits qui ne sont pas prouvés. Ça c'est important quand même qu'on corrige ça. Oh, ça c'est la première chose que je voulais dire. On va revenir sur la réponse du Premier ministre. La réponse du Premier ministre est une réponse empreinte de sagesse. Ça c'est l'attitude d'une personne qui pense à apaiser la situation et qui veut voir son pays aller sur les sillons de la paix. Parce qu'il aurait pu réagir et de façon virulente et on serait dans quoi? À un moment donné, il faut qu'on arrête. On n'a pas pitié à un moment de donner des Ivoiriens qui souffrent, qui sont anxieux. Au fur et à mesure qu'on approche des élections, qui deviennent de plus en plus anxieux. Ou bien c'est un plaisir pour les acteurs politiques de voir que l'anxiété, ou bien que les Ivoiriens deviennent anxieux. Apparemment, il y a certains acteurs politiques qui sont très heureux de constater qu'au fur et à mesure qu'on avance vers la présidentielle, les Ivoiriens commencent à devenir anxiogènes. Mais je ne peux pas accepter ça. Donc il faut qu'on corrige ces choses-là. Je vais terminer par ce dernier élément. Merci. Voilà, c'est par ce dernier élément pour dire que moi, j'écoute les acteurs politiques et je les appelle à la cohérence. Vous savez, ici on nous a dit que on est très attaché à la loi, au respect de la loi. On nous a même dit sur ce plateau ici, il y a quelqu'un qui est venu ici qui a dit qu'en 2010, la fin, il a déchiré la fiche là. C'est parce qu'on n'avait pas respecté la loi qu'il a déchiré la fiche. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? Quand on fait un courrier, qu'on demande à son candidat de sortir, ou bien à son représentant de sortir de la CEI, mais c'est pas ce que la loi dit. Prenons la loi sur la CEI, la loi qui compose et qui attribue le rôle à la CEI, son article 7, je vous le lis actuellement. Voilà ce que l'article 7 dit. Parce que c'est très important de dire qu'on aime la loi, mais il faut que les Ivoiriens sachent vraiment aimer la loi. L'article 7, voilà ce que l'article 7 dit. Avant leur entrée en fonction, des membres de la commission centrale de la CEI, les membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes. Je m'engage à bien, écoutez bien, chers Ivoiriens, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que ne vous ont pas dites. Chers Ivoiriens, je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à exercer en toute indépendance et en toute impartialité. C'est chaque membre de la commission centrale qui jure. Et là, vous parlez du président Dimba, c'est cela? Je parle de tous les membres de la commission centrale, que ce soit Dimba, que ce soit Cuibia, c'est le serment que chacun prête là qui est là. Et chacun dit, je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction,
à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du code électoral, et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Quand tu finis de dire ça, là, à quel moment tu deviens encore représentant d'un parti politique? Très bien. Et à quel moment et même que ton parti envoie un courrier pour dire qu'il faut sortir. À quel moment? Merci. Donc quand on respecte la loi jusqu'au bout. On respecte la loi à midi et puis on respecte la loi à 19h. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Très bien, Élisée. C'est vrai que vous avez pris du temps. On vous a écouté. On va écouter aussi Herman qui avait la main levée lors de votre intervention. Herman, Élisée. D'abord, un fait sur lequel Élisée est revenu, lorsqu'il prend le fichier de 2000, la CEI. Moi, j'ai envie de poser la question à Élisée. La liste grise la CEI, c'est vrai, ça plaît de dire oui, que c'est Laurent Gbagbo qui a créé la CEI. Mais effectivement, on était dans une période sociopolitique qui, les gens estimaient que la CEI, enfin, l'organe qui était chargé des élections, avant c'était logé au ministère de l'Intérieur. Les partis politiques estimaient que le pouvoir en place ne devait pas gérer une commission qui devait être indépendante. Donc cette volonté-là, c'est ce que le président de la République en son temps a traduit en acte en mettant en place la CEI. Mais M. Begré Mambé, là, c'est la CEI, quand Gbagbo était là, était contrôlé par l'opposition, les partis politiques de l'opposition qui étaient en face de lui. Parce qu'au sorti de Marcoussis, on se souvient tous, pour créer, même à la tête de chaque institution de l'État, on faisait ça par quota. Les groupements politiques, les forces nouvelles, qui étaient les forces rebelles, qui sont devenues les forces nouvelles, avec tout leur démembrement, MPIGO, MPCI, tout cela, et autres. Donc le FPI, même le gouvernement, le FPI était minoritaire dans le gouvernement. Et au niveau de la CEI, je parle même au gouvernement. Toutes les institutions, le pouvoir de Laurent Gbagbo, donc les partisans, le FPI était minoritaire dans toutes les institutions depuis Marcoussis. La preuve en est, ce qui est plus frappant, c'est que les premiers ministres qui se sont succédés, juste à la résolution de la crise, c'était pas Gbagbo signait, mais on lui imposait, ce n'est pas les hommes qui voulaient forcément, qui venaient certainement, on dit qu'ils sont des personnes neutres, ou bien, mais des personnes... Pourquoi ce point par rapport justement Non, je veux dire que lorsqu'on dit par exemple que c'est Gbagbo qui a signé cela, l'effet c'est qu'en ce moment-là, il faisait suite, il donnait force aux accords qui avaient été, et qui le rendaient minoritaire. C'est de ça qu'il veut parler. La CEI, Begré Mambé était du PDC-RDA, était dans l'opposition. En 2005 déjà, le PDC-RDA était en RHDP. Ils ont créé le RHDP 2005 avec le RDR. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse croire que Gbagbo, il a mis les gens. Et donc, tout ce qu'il y a eu comme irrégularité ou bien de faux pas, c'était lui qui était responsable. Et ça, on va loin. Mais aujourd'hui, les mêmes acteurs politiques qui vous diraient qu'ils étaient d'accord, ils ont mis en place la CEI. Ces mêmes acteurs politiques vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la marche tel que le processus est conduit par la CEI actuellement. Donc, ils veulent qu'on réforme cette CEI. Ils veulent qu'on revoie le fichier électoral. Discuter. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément donner suite à leurs préoccupations, mais au moins échanger avec cette opposition. Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui le pouvoir en place de ne pas donner suite à une simple revendication de dialogue politique? Tout le monde, c'est là. Lorsqu'on vient dans la paix, on dialogue. Et le sacré élément de toute la marche d'Oufoué, pour ceux qui disent qu'ils sont fouettistes, c'est le dialogue. Très bien. Mais le dialogue, pourquoi ça fait peur, le dialogue politique? Et justement, vous avez parlé d'Oufouet. On va regarder une vidéo du porte-parole du PDCI qui annonce le retrait de la CEI. Regardez. Le PDCI RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale, jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Alors, Daoud, avec vous, nous commençons. Nous voyons là bien annoncer le retrait du PDCI de la CEI. Le PPACI, donc, du moins, Cap Côte d'Ivoire, a suivi avec ses partis
qui sont donc au sein de l'organisation. Quel est l'impact justement d'une sortie de ces partis-là, quelques mois de cette élection présidentielle, selon vous, Daouda? Ça n'a aucun impact. C'est-à-dire, comment ça, aucun impact? Absolument aucun impact. Peut-être c'est un parti majeur quand même dans l'opposition. Christelle, pour qui suit l'actualité politique en Côte d'Ivoire, Oui. en 2020, M. Yapo Yapi, représentant du PDCI, a quitté la CEI dans les mêmes conditions. La même situation que nous sommes en train de vivre actuellement, ça s'est déjà produit en Côte d'Ivoire. Il est parti. M. Alain Dogou, que nous avons reçu sur ce plateau, à la différence de Pierre Demba, Demba Traoré, c'est bien ça? À la différence de Traoré Demba, qui lui a dit, sur instruction de M. Laurent Gbagbo, le président du PPACI, faisant par la même occasion un parjure, Alain Dogou, par contre, lui, il a dit qu'il démissionnait pour convenance personnelle. Mais le FPI, en 2020, est parti. M. Yapi Yapo est parti. Qu'est-ce que Donc, ça a selon changé? vous, le retrait du PDCI et des autres n'a aucun impact sur... Non, aucun impact parce que la commission électorale indépendante, c'est 18 membres. Tout à fait. À la vérité, quand ils s'en vont, c'est juste des... Parce que c'est comment ça, leurs retraits, les superviseurs qui sont là-bas, mais ce n'est pas eux qui organisent les élections. Ce sont des agents qui organisent les élections. Eux, ce qu'ils font, c'est juste de la supervision. C'est juste qu'on appelle ça, un statut de supervision qu'ils ne veulent pas, c'est tout. Très bien. Donc, ça ne va rien empêcher à quoi que ce soit. Mais rapidement, pour revenir sur ce que Élisée Hermann disait, ça, moi je veux dire, Christelle, vous avez vu le débat? Le débat tout à l'heure, il était où? On est parti loin dans le passé. Très loin dans le passé. Aujourd'hui, les jeunes qui aujourd'hui qui ont 18 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, vous pensez qu'ils ont besoin de tout ça? Mais c'est important de rappeler les points du passé quand même. Christelle, oui. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que les enjeux socio-économiques et politiques ont changé. Les gens ont des problèmes réels. Les gens ont envie de savoir comment se soigner, comment aller à l'école, comment gérer leur vie au quotidien. Il faut prendre des décisions d'aujourd'hui. Il faut quand même regarder ce qui s'est passé par le passé. Sans me répéter, Daouda, vous dites non, allez-y, continuez. D'accord. Christelle, oui. Effectivement, on a besoin du passé pour préparer, pour comprendre le présent et pour aller dans le futur. C'est cela. Savoir qui a gagné les élections en 2010 va changer quoi aujourd'hui? Selon vous, rien. Rien, absolument rien, que d'ouvrir des plaies assez béantes, sanguinolentes. Et finalement, les meurtrissures du passé ne fait que les faire revivre au jour le jour aux gens. Très bien. Dans cette crise que la Côte d'Ivoire a subie, 3000 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué les 3000 personnes. Première chose. Et on va terminer rapidement, Daouda. Vous avez reçu ici Damana Adia Pikas qui dit qu'il ne regrette pas d'avoir déchiré la liste électorale en son temps. Oui, une liste électorale, comment ça action qui a amené à ce qui s'est passé. 3000 personnes sont mortes. Mais les Ivoiriens ne vont pas passer leur vie à toujours aller ressasser les meurtrissures du passé. À un moment donné dans la vie, parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes estiment qu'eux sont plus victimes que d'autres. Christelle, nous sommes tous des victimes de cette crise. Mais humblement, nous mettons un pas après l'autre pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on a envie... termine, hein? Oui, je vais terminer, Christelle. Aujourd'hui, on a envie d'entendre combien d'écoles on va construire, combien d'hôpitaux on va construire, comment est-ce qu'on va faire pour que le panier de la ménagère soit rempli, comment on va faire en sorte que les gens puissent mieux vivre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les meurtrissures du passé, pour parler comme un doyen de ce pays-là, trop, c'est trop. Merci Daouda. Marius, avec vous, on part au Gabon, où le chef de la transition militaire, Brice Oligui, devenu président par une élection présidentielle, il a gagné avec 90,35% de voix. Le peuple l'a adoubé. Aujourd'hui, il troque donc le treillis militaire pour la tenue civile et il devient président. Votre commentaire, Marius Komoué? Oui, mais avant même d'arriver à l'international au Gabon, je voudrais, permettez-moi d'évoquer un petit pan. Ça va être compliqué, regardez-moi le temps. Bon, d'accord. Peut-être prochainement, les sujets reviendront, rassurez-vous. Moi, j'allais simplement demander à nos hommes politiques de rechercher la voie du dialogue, d'aller vers la table de discussion et d'éviter à notre pays la situation que nous avons connue
il y a quelques années. Cela dit, voilà. au niveau du Gabon, alors, Brice Oligui Clotaire, j'avoue que c'est le candidat qui nous a le plus surpris pour un officier supérieur de l'armée qui a été dans le cercle le plus proche, pour ne pas dire le cercle le plus proche de la dynastie Bongo. Je peux vous assurer que lors de cette campagne électorale, il a fait montre quand même devant le peuple gabonais et devant l'opinion internationale de ses grandes qualités de grand danseur de breakdance et de smurf. Est-ce que c'est ce qui a fait la différence pour que le peuple puisse le voter, Marius Tomoré? Au-delà de son discours accrocheur, qui naturellement en appelait à un changement de mentalité du peuple gabonais, à une nouvelle vision de la gestion de la chose publique, à une amélioration des conditions de vie des Gabonais, au-delà de cet aspect des choses, mais il animait justement ces meetings par sa grande classe de grands danseurs de smurf et de breakdance, tel que nous l'avait enseigné à l'époque Yves Zobo Kaloua Junior. Et je peux vous assurer que cela a été très accrocheur pour la jeunesse gabonaise qui, en le voyant danser, vraiment s'est retrouvée dans ce grand homme d'État. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est cela. Vous l'avez dit. Non, mais c'est votre point de vue. Il a troqué le treillis militaire au costume. Et au-delà du costume, il a porté également les t-shirts et autres effigies des grands danseurs de breakdance. Très bien, merci. Et pour des gens comme nous qui avons connu l'époque de breakdance et du smurf, nous avons été quand même assez surpris de savoir que le monsieur avait encore de l'endurance en tant que militaire et de l'énergie. Merci beaucoup. Alors, Élisée Boloub, sans toutefois revenir sur les qualités de danseur du président, voilà. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et son second? Il y a Fleuve, le second a 3,% et lui, il a 90,35% de voix. Non, moi, bon, en tout cas pour les observateurs, je veux dire, de la vie politique en Afrique, surtout des pays qui généralement sont... La constitution est brisée dans son élan par des putsch et autres, tout ça, c'est pas une surprise. La plupart du temps, quand les militaires ont pris le pouvoir et qu'après ils ont décidé de passer aux élections, généralement, ils ont gagné. Le seul, en tout cas à ma connaissance, ou l'un des rares qui n'a pas gagné, s'appelle Robert Guéhi, malheureusement, perd à son âme. Il est le seul, sinon la plupart de ceux qui prennent des coups d'État et qui veulent devenir après, gagnent. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont le temps quand même de faire asseoir une certaine hégémonie, ils ont le temps de faire asseoir un ensemble de dispositifs et de maîtriser, de contrôler, je veux dire, que l'appareil étatique. Donc ça leur donne plus d'avantages par rapport aux autres, je ne suis pas surpris. Moi, je veux juste regarder le président Oligui dans les yeux et lui dire que les Gabonais, effectivement, leur grande majorité, leur fait confiance parce que je pense que les Gabonais ne veulent pas tourner une page, passer à autre chose. Il en est totalement conscient et c'est ce qu'il leur a proposé. Et aujourd'hui, comme je le dis, la parole d'un homme, il ne s'est valu qu'à la capacité de mettre en œuvre ses paroles. Ce n'est pas juste de dire des paroles, ne pas les dire. On a tous été comptables, ou du moins on a tous été témoins de ce qu'il a dit et qu'il a prononcé. On va donc le regarder minutieusement et voir si ce qu'il a dit, il va le faire. Très bien. Voilà, on part au journal qui vous est présenté par Isabelle Vauvor. En seconde partie, nous serons avec Jean-Yves Esso qui donc a signé son adhésion au RHDP. On parlera avec lui. Seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas bougé, sauf que nous a rejoint Jean-Yves Esso, nouvel arrivant au RHDP. Jean-Yves Esso, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous connaissez le plateau. Vous avez Élisée, Herman, Daouda et Marius. Alors, le 8 avril dernier, 2025, au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en leur siège, vous faisiez donc votre arrivée très saluée par les membres du dit parti en compagnie du ministre Adjemes Silas et du secrétaire exécutif Cissé Ibrahima Bakongo. Pourquoi avoir abandonné vos amis du PDCI qui crient trahison aujourd'hui et rejoindre la maison RHDP, Jean-Yves Esso? Pourquoi? Écoutez, bonsoir, et je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau, ça faisait longtemps. Pourquoi avoir abandonné mes amis du PDCI? Alors, je ne vois pas la chose comme ça, parce que le choix qui a été fait est un choix qui ne devrait pas choquer, puisque nous restons dans la famille oufouettiste. Si jamais j'étais parti au PPACI ou
dans un autre parti d'une idéologie différente, ça aurait été choquant. Maintenant, quand on... L'un dans l'opposition, l'autre au pouvoir. Oui, peut-être bien, mais les raisons pour lesquelles le PDCI est dans l'opposition ne sont pas les mêmes que celles du PPACI ou d'autres partis d'idéologie différentes. Mais si on veut aller en profondeur, parce que c'est à la mode maintenant ce petit terme, quand on n'est pas à l'aise dans une famille politique, c'est malsain d'y rester et de gêner l'évolution des choses à l'intérieur de la famille. À un moment, je me suis plus senti à l'aise et plutôt que d'y rester et être toujours contestataire à l'intérieur, j'ai eu une petite réflexion qui m'a dit il faudrait peut-être que je regarde ce qui se passe dans l'autre famille fouettiste. Et le peu que j'en ai vu en quelques jours, j'ai été impressionné. Vous avez vu quoi en quelques jours? J'ai vu un parti qui m'a fait penser à un PDCI 3.0, où tout va à 200 à l'heure, où les gens sont à leur place, tout le monde est respecté, on est prêt à accueillir de nouvelles idées, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. J'ai été impressionné par la qualité par le leadership du président Ouattara. En quelques jours, je me suis dit waouh, pourquoi cette décision je ne l'ai pas prise beaucoup plus tôt? Parce que depuis 2019, j'ai eu l'honneur d'être courtisé par ce parti, à travers mon aîné feu Ahmed Bakayoko, qui a insisté jusqu'à son départ. Après, il y a eu un relais. Voilà, on m'a sollicité constamment. Et j'ai toujours dit non, puisque j'étais vraiment à fond, j'étais le fils de Bédier, hein, donc j'étais à fond dans ce parti. Et l'arrivée du nouveau président, voilà, j'ai observé. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre du recul avec ce que je voyais. Très bien. Daouda, commençons par vous. Question ou commentaire? Question? Question. Allez-y. Moi, je préfère aller directement. Très bien, allez-y. Monsieur Essis, moi j'ai lu votre tribune sur les réseaux sociaux. Vous dites avoir été humilié après votre passage sur une chaîne de télé. Donc après, de fil en aiguille, très rapidement, vous avez déposé vos valises au RHDP. Monsieur Essis Sesso, vous êtes face à la caméra. À quel moment? Parce que je veux dire, le temps est tellement court. Depuis quand est-ce qu'on vous a courtisé? Parce que vous ne pouvez pas dire qu'à cause d'une simple humiliation, tous les partis politiques ont subi des humiliations dans les partis. Que vous a-t-on proposé au RHDP pour que vous y posiez vos valises? Alors, vous serez surpris, mais c'est même moi qui ai proposé même de payer pour y aller au RHDP. Tellement j'avais envie d'aller découvrir ce parti. Vous avez proposé, enfin c'est une plaisanterie, juste pour dire que vous aviez envie d'y arriver. Ah non, c'est pas une plaisanterie. Le jour où j'ai rencontré le ministre Bakongo, pendant qu'on me demandait quelles étaient mes conditions, j'ai poussé la plaisanterie à dire au ministre Bakongo, je souhaiterais même payer pour venir avec vous. Vous détestiez juste... Je n'ai aucune condition particulière. Vouloir payer pour aller en face ne veut pas dire qu'on déteste sa famille initiale. Non, mais je veux dire, je ne parle pas de votre famille initiale, mais je parle de... vous détestez tant Tidiane Thiam jusqu'à ce point. Il vous a humilié jusqu'à ce point? Ah non, pas du tout, pas du tout. Attention, ne me prêtez pas des propos que je n'ai jamais tenus. Je ne déteste pas Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est une référence internationale, mondiale et ivoirienne. Je suis fier de m'être battu, d'être l'un des premiers qui se soit battu pour son arrivée en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam est un Ivoirien qui a besoin de rentrer au pays et puis participer à la politique du pays. Voilà, c'est une plus-value indiscutable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait autour de ça? C'est bien d'avoir une équipe où on a le meilleur joueur, on a un joueur en tout cas, l'un des meilleurs. Mais il faut un système de jeu qui lui permette de gagner. Très bien. Mais si on a des bras cassés autour, enfin bon, je ne veux pas insulter. Mais qui est-ce que vous appelez bras cassés, justement? Je retire, il n'y a pas de bras cassés. Bien. Mais si on a un système... C'est déjà parti, ne vous inquiétez pas. Il a retiré son propos. Mais vu que j'ai retiré, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas capable de mettre un système en jeu, un système de jeu efficace pour profiter de la qualité de notre attaquant, mais ça ne sert à rien. Très bien. Écoutons Herman. Bonjour, monsieur Jean-Yves Esso. Bon, moi, vous n'êtes pas un peu gêné de faire ce volte-face-là, surtout que peut-être 2 jours avant cela, vous l'avez dit,
contrairement à des pontes du pouvoir, même dans votre parti aujourd'hui, qui estiment que Tidiane Thiam, ce n'est pas quelqu'un qui est pertinent, percutant, mais vous, aujourd'hui, vous continuez d'estimer à ce point-là le leader du parti que vous venez de laisser. Vous avez travaillé à l'emmener. Aujourd'hui, vous n'êtes pas gêné pour dire que 56 ans, vous ne voulez pas rester jusqu'à 70 ans dans l'opposition. Est-ce que là, vous êtes appuyé sur vos convictions? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Tidiane Thiam, il ne reflète plus le leader que 2 jours avant votre déclaration, il était. On va l'écouter. Alors, merci de parler de ce sujet. Et moi, ce qui me fait plaisir dans ce genre de choses, c'est que les rumeurs tombent d'elles-mêmes quand elles ne sont pas fondées sur du vrai. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de 56 ans, j'ai 8 enfants, je ne veux pas être dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Mais vous ne l'avez pas dit. Vous ne m'avez pas écouté. Mais comment si vous n'avez pas été sorti ces Non, mais je suis en train de parler. Il va expliquer maintenant. Vous allez comprendre. Allez-y. Vous ne m'avez pas écouté. L'histoire s'est passée en 2 parties. Il y a d'abord la déclaration de celui qui part au RHDP et ensuite il y a la séance des réponses et des questions. Dans la première partie de la déclaration, j'ai dit la chose suivante. Allez-y. J'ai dit qu'au PDCI, même les gens de plus de 50 ans étaient pris pour des enfants. Par exemple, moi j'ai 56 ans et j'ai 8 enfants, je suis pris pour un jeune. Voilà ce que j'ai dit. Point barre. Ensuite, ah oui, il faut regarder les émissions. Ensuite, quand je me suis assis, il y a eu un échange avec les journalistes. Il y a un journaliste qui m'a demandé quels sont les reproches que je fais au PDCI. Donc j'ai répondu simplement que pour moi, le PDCI avait une carence au niveau de la communication politique. Que j'ai 56 ans, et je n'ai pas envie de rester jusqu'à 70 ans dans l'opposition. Voilà. En même temps, c'est la question, justement, Herman estime que ce n'était pas une phrase à dire. Les gens ont fait un mixage en disant que... Ils ont fait un montage, en fait, vidéo. Je ne sais pas s'ils ont fait un montage vidéo, mais moi, je souhaiterais qu'on me montre une image vidéo où moi, j'ai dit que j'ai 56 ans et j'ai 8 enfants, donc je ne veux pas avoir 70 ans en étant dans l'opposition. Non, c'est 2 choses différentes. J'ai dit clairement que le PDCI est un parti où on prend les gens même de 50 ans pour des jeunes. La preuve, moi j'ai 56 ans, j'ai 8 enfants, point barre. Je suis passé à autre chose. Ma dernière relance. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes un homme politique dans le RHDP. Où vous voyez d'ici, dans 5 ans, au RHDP, quelle sera vos positions? Mais écoutez, le RHDP, ils sont très rapides. D'ailleurs, j'invite... Vous avez une nomination? Ah non, moi je ne cherche pas de nomination. Moi j'ai besoin de travailler. Voilà. J'estime que je suis un politicien passionné. J'ai besoin de travailler. La preuve... j'ai entendu dire que le porte-parole a brandi un dossier disant que j'avais demandé un poste pour je ne sais pas quoi. Voilà. Vous avez quelqu'un qui est dans un parti qui a besoin de travailler, qui est dans la communication, qui propose des thématiques bien précises avec des détails de mission. Et il se propose à ce poste-là. Vous devriez applaudir et l'accompagner plutôt que de critiquer cette démarche. Je ne suis pas allé demander un poste. Au RHDP, je ne demande aucun poste. Ils ont vu que dans la communication, je peux apporter quelque chose. J'ai commencé déjà à travailler avec le responsable de la communication au RHDP. J'invite même les personnes, qu'elles soient du PDCI ou du RHDP, les jeunes, parce que moi, en général, je suis souvent avec les jeunes, je les invite à me contacter en inbox. Ceux qui ont des choses à apporter, novatrices, avec les nouvelles méthodes d'ENTIC que nous avons actuellement, qui sont prêtes à apporter leurs compétences, qu'elles me contactent. On met les choses en place et on travaille. D'accord, vous sollicitez que les jeunes du PDCI vous contactent, bien que vous soyez au RHDP. Les jeunes du PDCI qui veulent changer de camp, arriver dans une équipe pour travailler, qui sont oufouettistes. Voilà, si j'étais au PPACI, j'aurais pas demandé aux gens du PDCI de me rejoindre. Le RHDP est une famille oufouettiste. C'est ça qu'il faut retenir. Très bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous voyez où? Laquelle? Ah oui, dans 5 ans. Mais je vous ai dit que je ne cherche pas de poste. Moi, je travaille pour que mon nouveau parti puisse gagner les élections en octobre 2025. Si j'ai travaillé correctement et que mon parti accède au pouvoir en 2025, si on veut bien reconnaître que le travail est fait et qu'on me propose quelque chose, mais je le prends. Très bien. Marius Comoé, question ou commentaire? Non, une question plus précisément. Allez-y. Alors, ce ralliement ne traduit-il pas, comme le disait tantôt Herman, votre volonté manifeste d'avoir une vision électoraliste dans les mois et années à venir, quand on sait qu'après la présidentielle, nous aborderons donc les échéances
électorale, députation. Mais bien évidemment, Marius. Bien évidemment. On ne fait pas la politique pour se croiser les bras. Oui, Moi, étant entendu que le RHDP gagne toutes les élections, à la majorité, donc à l'Assemblée nationale, votre départ du PDCI ne traduit pas justement cette volonté d'avoir assurément une assise politique dans votre région en gagnant une élection. Mais bien sûr que oui, puisque j'ai déjà été candidat en 2021. Parce qu'avec le PDCI, vous ne pensiez pas pouvoir gagner? Mais écoutez, si je ne suis pas sûr que le PDCI remporte les élections présidentielles d'octobre 2025, il y a de fortes chances que l'enchaînement derrière soit le même que pour les présidentielles. On perd aux présidentielles, c'est un cataclysme pour la suite. Très bien. Élysée. Ok, monsieur Esso, tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit que la raison qui a fait que vous êtes parti du PDCI, c'est le fait que vous ne vous y sentez plus à l'aise. Vous ne vous sentez plus vraiment en famille comme il se devait. Devrait-on comprendre que si d'aventure, demain, vous ne vous sentiez plus à l'aise au RHDP, que vous avez rejoint à quelques semaines, vous repartiriez sous d'autres cieux? Ça, c'est la première question. La seconde question est la suivante. Est-ce que les revendications que vous portiez il y a juste 2 ou 3 semaines en arrière, on se rappelle, moi je vous ai vu sur un plateau de télé, revendiquer avec véhémence et force encore la révision par exemple de la liste électorale. Est-ce que vous pensez que ces revendications sont encore d'actualité maintenant que vous êtes au RHDP? Alors, pour répondre à votre première question, quant au fait que si je ne me sens pas à l'aise au RHDP, partirez-vous sur d'autres cieux? Alors, je vais vous rassurer sur quelque chose. Je ne suis pas une girouette politique, puisque depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2012, tout le monde a vu mon développement dans le PDCI. Je n'ai regardé aucun autre parti, j'étais focus sur mon parti et je le défendais bec et ongle, au risque de ma vie. J'ai échappé plusieurs fois à des choses très compliquées, en 2020, en 2021. Même encore il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu à la MACA pour soutenir le jeune qui avait été emprisonné, Macron. Alors, on ne peut pas douter de ma passion pour le parti que j'ai rejoint depuis que je suis arrivé en 2012. Je suis un oufouettiste. J'estime que je reste dans la famille oufouettiste. Alors, en me déplaçant, en allant dans un parti où je pense, avec ce que j'ai vu et avec ce que j'ai entendu auparavant quand j'étais à l'extérieur du parti, je pense trouver les moyens de ma politique. Maintenant, on est déçu pourquoi? Moi, je ne suis pas déçu parce qu'il n'y a pas eu telle nomination ou pas. Je suis déçu par l'effort que nous faisons, je ne suis pas seul, l'effort que nous faisons pour apporter de la comment dire ça, des choses novatrices. Des choses novatrices, merci, c'est le terme que je cherchais, qui restent lettres mortes pour des raisons obscures. C'est-à-dire qu'on peut apporter des choses. Voilà, on peut apporter des choses novatrices, mais qui restent dans les tiroirs. Qui ne vous écoute pas? Qui ne vous a pas écouté? Je parle de la direction du PDCI. Quand je veux adresser, écoutez, quand je veux adresser des propositions sur la communication, mais je m'adresse aux responsables de la communication. Si je veux apporter des idées novatrices en termes de stratégie, je m'adresse aux responsables de la stratégie. Voilà. Donc c'est la direction du parti. Oui, toutes les idées qui... Oui, mais monsieur Esso, excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je comprends ce que vous avez dit, mais je précise. Je dis que si d'aventure, demain au RHDP, vous ne vous sentez plus à l'aise, parce que peut-être pas écouté par la direction, devrait-on vous apercevoir sur d'autres cieux? Et deuxièmement, est-ce que les revendications que vous portiez il y a cela 2 ou 3 semaines en arrière, notamment la révision de la liste électorale pour 2025, est-ce que ces revendications sont encore d'actualité à votre niveau, quoi que vous ayez rejoint le RHDP? Je n'avais pas attaqué encore la deuxième partie de votre question. Mais pour la première partie de vos questions, je vous éclaircis encore plus, je pensais l'avoir fait. Je dis que je suis dans une famille oufouettiste. Pour moi, il y a 2 partis dans la famille oufouettiste, le PDCI et le RHDP. Voilà. Donc je suis maintenant au RHDP. Je vais travailler. Si jamais je suis déçu, je vais redoubler d'efforts pour que mes objectifs soient atteints. Puisque je n'ai pas pu le faire avec le PDCI, je prendrai l'expérience de mes éventuels
échec, voilà, c'est le mot que je cherchais, j'aime pas trop ce mot, mais bon. Et j'en tiendrai compte pour les futures propositions et aménagements que je voudrais faire pour aider mon nouveau parti. Mais je n'aurai aucun moyen d'aller ailleurs, je suis au fouettiste. Très bien, le deuxième point de la question d'Élysée. Mais le deuxième point de la question, moi je suis quelqu'un d'objectif, je suis un analyste politique. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire a besoin d'une révision, d'un enrôlement en 2025, puisque c'est dans le texte de loi, c'est dans le code électoral. Donc, je le demandais... Non pas d'un enrôlement, mais d'une révision de la liste électorale. Parce que l'enrôlement n'est qu'une étape. Oui, tout à fait. D'une révision de la liste électorale qui comprend l'enrôlement. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Mais étant du PDCI et dans l'opposition, mais bien sûr que ma virulence est évidente, puisque je suis dans l'opposition. Mais dès le moment où je rentre au niveau du parti au pouvoir, il y a des... Comment dire ça? Il y a des directives. Si mon parti me dit, sur ce plan-là, on ne veut pas t'entendre, mais ils ne m'entendront pas. S'ils me disent, tu es libre, parce qu'on t'aime bien, on t'a appelé parce que tu es un libre penseur, tu peux dire ce que tu veux, mais je continuerai à réclamer une révision de la liste électorale. Est-ce que justement sur ce point, vous n'êtes pas bloqué ou gêné, parce que c'est une conviction que vous portiez auparavant, le fait de ne plus la porter parce que le parti auquel vous adhérez n'a pas cela comme cheval de bataille. C'est ça. Cela ne vous gêne pas du tout? Mais écoutez, quand on appartient à un parti, on fait des concessions. Vous êtes discipliné. Quand on appartient à un parti, on fait des concessions. On est discipliné. Très bien. La preuve, on nous a interdit de participer à un plateau télé qui est incontournable dans la communication politique à 7 mois des élections. Mais tout le monde s'est plié à la tâche. Moi, j'ai pris mes casquettes d'analyse politique et de chef de ma génération. Ça n'a pas suffi. J'ai été sanctionné pour ça. Mais pour moi, c'est une erreur. Mais si je n'avais pas cette casquette d'analyse politique et de chef traditionnel, enfin de chef de ma génération, mais j'y serais pas allé. J'aurais respecté la consigne de mon parti. Très bien. Je suis un militant discipliné. Daouda, ensuite Herman et Marius. Très rapidement, Daouda, j'ai deux petites questions. Monsieur Essis, tout à l'heure, à la question d'Élysée, vous avez dit que vous êtes dans la grande famille RHDP. Est-ce qu'on doit s'attendre à une Johnny Pacheco de votre part? C'est-à-dire... Écoutez, je pense que ça... Vous avez compris la question. Mais je pense que c'est un manque de respect de votre part à mon égard. Allons-y. Si je vous ai offensé, excusez-moi, monsieur Essis. Souffrez quand même que je sois quelqu'un de respectable. Le monsieur dont vous parlez est responsable de ses actes et de ses propos. Mais vous comprenez le contexte dans lequel je vais le mettre. Ah non, moi je ne sais pas dans quel contexte vous voulez le mettre. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas apprécié, donc vous avez changé de langue. Voilà, si vous le comparez... Je pense qu'on a réglé ce problème de « je m'excuse, monsieur Essis ». Permettez, s'il vous plaît. Oui, mais je ne vois pas la pertinence de la question. Non, la pertinence, elle est là. Parce que quand vous dites « je suis dans la grande famille RHDP oui. », donc, même si vous ne répondez pas directement à sa question, concrètement, si vous ne vous sentez pas à l'aise aujourd'hui, demain vous pouvez repartir ailleurs. Même si vous avez dit au départ que vous n'êtes pas une girouette. Aujourd'hui, si vous ne vous sentez plus à l'aise au RHDP, vous pourrez partir encore au PDCI. Est-ce qu'il peut vous faire confiance? Pourquoi la question est là? C'est pourquoi la question, parce que vous estimez que je vous manque de respect. Vraiment, je m'en excuse, mais il est important d'y répondre concrètement. Oui. Est-ce que les gens du RHDP peuvent véritablement vous faire confiance? Mais vous savez... Quelqu'un qui a changé une fois peut changer deux fois. La question, permettez maintenant qu'il s'exprime. Mais vous savez, le fait de passer d'un côté ou d'un autre pour quelqu'un comme celui que vous citez, ça se traduit par des insultes, par des attaques, chose que je n'ai jamais faite. Je ne suis pas de cet acabit-là. Pendant que j'étais au PDCI, pendant 7 ans, j'ai fait des lettres ouvertes où j'ai attaqué les gens du RHDP. Jamais je n'ai mis un mot plus haut que l'autre, jamais il n'y a eu d'insultes inacceptables, sinon je ne serais pas sur les plateaux actuellement, je serais à la Maca. Voilà mon jeune frère Macron qui a fait beaucoup moins en termes de durée que moi, hein, juste 1 an, il se retrouve à la Maca parce que j'ai une éducation. J'ai des lignes rouges que je ne franchis pas. Donc, faire ce comparatif me gêne un peu. Maintenant, je vous l'ai dit tout de suite, étant donné que je ne suis pas une girouette et que je suis dans une famille oufouettiste, quand j'ai quitté le PDCI et que je pars au RHDP, c'est pour y rester. Je ne retournerai pas au PDCI. Donc, très rapidement, je vais chuter sur ça. On termine. Vous avez dit dans vos propos qu'au PDCI, on n'écoutait pas les gens. Vous n'étiez pas écoutés. Or, M. Jean-Louis Billon dit aussi qu'au PDCI, on n'écoute pas. On n'écoute pas ses propositions.
Est-ce que vous êtes aujourd'hui sur le même diapason que M. Jean-Louis Billon, qui estime qu'au PDC, on n'écoute personne? Écoutez, M. Jean-Louis Billon est une personne respectable, qui a montré ses qualités au niveau du parti, son engagement. Il s'est trouvé qu'il a estimé qu'il y avait une certaine dose de frustration et de mauvaises, de mauvaises choses qu'il avait constatées. Il s'est mis... En retrait? Je ne vais pas dire en retrait, mais il s'est mis dans sa posture de candidat potentiel. Et puis voilà. Moi, à l'intérieur du PDCI, je ne pouvais pas suivre une dissidence. Parce que je suis respectueux de la décision du parti. Quand on dit que le président, c'est celui qui est là actuellement, on le suit. Voilà. Plusieurs fois, il y a eu des municipales, etc., où il y a eu des indisciplinés. Je n'ai jamais suivi des indisciplinés. J'ai quelquefois orienté mon choix en disant, pour cette commune-là, il serait bon de prendre telle personne. Mais dès le moment où le président Bédié avait dit, c'est telle personne, j'en veux pour preuve le cas de Cocody, je disais, attention, faites attention avant de choisir le candidat Yassé. Mais dès le moment où il a été choisi, j'ai dit à tout le monde se range derrière le choix du parti. Voilà. Très bien. Alors, et c'est comme ça que je fonctionne. Aujourd'hui, vous êtes au RHDP. Qu'est-ce que vous comptez? Vous avez parlé de communication, c'est vrai. Mais au vu de ce qui se passe à moins de quelques mois des élections, quelle est la marque que vous comptez imprimer justement à votre présence là-bas pour qu'elle soit quelque chose que le RHDP ne regrettera pas? Alors, vous savez, les élections qui arrivent en 2025, elles seront influencées à 80% par les réseaux sociaux. 80%. J'estime que le PDCI n'a pas compris ce changement de ce changement de paradigme, et c'est capital. Je m'attellerai à organiser tous les militants et toutes les âmes, enfin toutes les personnes qui voudront apporter une pierre au domaine d'Entic. Je m'efforcerai de mettre en pratique un gros dossier que j'ai déjà pratiquement finalisé, puisque je l'avais en partie proposé au PDCI. Je vais l'enrichir avec des idées de certains militants du RHDP, et on va construire une armée pour les réseaux sociaux. Une armée? Ah oui, complètement. Une armée pour les réseaux sociaux. C'est très important. Très bien, Herman. Moi, quand même, je voudrais relever certains points dans votre. Vous avez dit, par exemple, vous avez fait l'objet de plusieurs menaces de 2012 jusqu'à maintenant. Les récentes menaces, c'est en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, par vos prises de position qui étaient, je vais dire, défavorables au pouvoir en place, le pouvoir RHDP que vous rejoignez aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ces menaces-là vont cesser? Est-ce que vous connaissez les sources de ces menaces-là? Ça, c'est une question. Et qu'est-ce qui vous rend finalement cohérent avec tout ce volte-face-là? Est-ce que vous êtes crédible aujourd'hui? Vous êtes un homme politique crédible? Bon, enfin, déjà, la fin de votre question me surprend un peu. Tout ce volte-face, bon, je viens de faire pour la première fois comment dire ça, il n'a pas dit tous ces volte-face, il a dit tous ce volte-face. Voilà, je viens de faire pour la première fois un passage au RHDP. Quand on vous entend à la fin de votre question, c'est comme si ça faisait 3 ou 4 fois que je le faisais. Hein, qu'on recadre un peu. Mais je n'ai jamais été menacé de 2012 à 2021, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi alors? Non. Je vous dis que j'ai défendu le parti depuis 2017, 2018, 2019 à mes risques et périls, et que parfois j'ai été en danger. Mais pour des choses... C'est pas ça les menaces? Mais c'est pas des menaces. Très bien. Mais écoutez, quand vous êtes en danger, c'est parce que vous constatez que vous êtes dans une situation où vous avez provoqué un petit peu trop, et vous voyez que le terrain est glissant. Il y a représailles, très bien. Voilà, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais j'ai eu des visites quand même de cargo chez moi, en 2020. On va terminer. Tout le monde le sait. Je suis allé me cacher à Lopou. Voilà, tout ça parce que j'étais dans la bataille. Mais voilà, je n'ai pas eu de menace particulière. Moi, je vous dis dans la vie... On sait maintenant où vous cachez. Et on termine avec votre mot de fin, malheureusement. Vous savez, les Adjoucos ont 42 villages. Hein. Et je suis président de ma génération. Donc je connais les 42 villages. Je peux me cacher partout. Que j'aime bien. Dans Akradio, tout à fait. On termine. D'où vient Merci Marius, ce n'était pas le point de l'émission. On termine notre entretien avec vous. Que retenir justement de votre arrivée au RHDP Écoutez, je suis comme un nouveau-né, plein d'énergie. J'ai rencontré un parti extraordinaire.
Je brûle d'impatience de rencontrer le président. On m'a dit tellement de choses sur lui. Je veux le voir en face. Et puis faire mon appréciation personnelle. J'ai horreur des rumeurs. Je suis victime actuellement des rumeurs. Donc maintenant, je comprends que tout ce qui se dit au niveau des rumeurs n'est pas toujours vrai. Hein. Vous voyez, on me dit que j'ai reçu 1 milliard, que j'ai eu 3 Yango. Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ben, voilà un débat que je pourrais diviser en 2 parties. Disons que je le prends en 2 parties parce que, bon, la première partie, bon, je vais m'attarder un peu sur, comment on appelle ça, sur ce monsieur-là qui devient, comment je peux appeler ça, un zombie. Lui, c'est pas, comment on peut l'appeler même, zombie, c'est pas le mot juste. Quand ça va pas, on change. Et ils ont même me posé la question si là où il est arrivé, si ça ne va pas, il va changer encore. Il n'a vraiment pas répondu exactement comme il faut. Parce qu'il a dit non, si ça ne va pas, je vais me ressourcer pour mieux faire avec le parti afin que ça aille. Mais quand tu es au PDCI et que ça ne va pas, on ne t'écoute pas, fais la même chose. Tu étais au PDCI, tu défendais, comment on appelle ça, même pas défendais, tu critiquais le pouvoir en place de toutes ces irrégularités. Alors, aujourd'hui, tu te déplaces, tu vas là-bas et tu dis non, ben, s'ils disent ne pas parler, on ne parle pas. Et tu trouves que ce qu'ils disent, c'est juste. Donc, tu fermes ta bouche parce que tu veux manger. Abi, le pouvoir là, ça change. C'est comme la pluie qui tombe. C'est comme la pluie qui tombe. Parce que aujourd'hui, il pleut ici. Demain là, ça sera là-bas. Alors, il faut savoir prendre patience et savoir attendre. Mon frère, là. En jargon ivoirien, on dit tu as zaï. Ça là, tu as trop zaï même. C'est pas bon. On fait pas ça. On fait pas ça. Mon frère, on fait pas ça. La seconde chose, je voulais pas, parce que bon, j'ai dit 2, hein, mais je vais prendre 3, parce que il y a le côté de Begle-Mambe, là, je vais attamer ça aussi. Mais, mon frère Begle-Mambe, quand le président dit, il vient en public, il parle d'un truc, il vient en public et il indexe. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas venir s'asseoir publiquement et dire de telles choses si ce n'était pas avéré. Non, on a trop confiance au monsieur. On croit qu'il y a certaines choses qu'il ne dit pas. Pourquoi, quand il a été mis en prison à Korogo, à Odéné ou bien au Korogo là-bas, quand il était en prison, tout ce qu'il a subi, pourquoi quand il vient en public, il ne dit pas? Pourquoi il ne dit pas? Ça, c'est l'une des choses. Si c'était un gars qui aime mentir, qui aime dire des sottises, qui aime se faire voir, qui aime qu'on l'acclame par-ci, par-là, parce que, ouais, il voit yeux des gens et qu'il veut se faire voir. Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses. Il a travaillé avec beaucoup de gens. Mais pourquoi il ne vient pas parler de ces personnes-là? Même avec Afinguessan. Est-ce qu'on a entendu parler beaucoup d'Afinguessan? Mais il a eu des discordes, il a eu des mésententes, il a eu... Bon, aujourd'hui, M. Bebele-Mangbe, vous dites que ouais, c'est un pasteur méthodiste rentré sur sorti là, ce monsieur. Quand il s'est arrêté devant cette population ivoirienne pour dire la souffrance est une douleur qu'on doit accepter, sachant très bien que le peuple se meurt. Le peuple n'arrive même pas à manger. Et il demande à cette même population d'accepter davantage la souffrance, d'accepter davantage c'est même... Écoutez, non, vous n'êtes pas gentil. Hein. Vous n'êtes pas gentil. C'est ça là, vous appelez pasteur. Excusez-moi s'il dit ça là. Mais ce monsieur-là, c'est ce monsieur-là qui est un pasteur là. Attendez là. Attendez là. Attendez là. Attendez. Mais ce monsieur, il n'a pas le sens de l'humanisme. Parce que un pasteur ou bien un chrétien, sa première vocation, c'est ça. Mais il est venu faire croire aux gens. Et il suit un hors-la-loi. Celui qui devient son premier ministre, c'est un hors-la-loi parce que ce monsieur a braqué la Constitution, est en train de violer une Constitution. Ce monsieur est en train de braquer un pays. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a le sang sur la main, mais il le suit. Mais si c'est un vrai pasteur, si c'est un vrai pasteur, si c'est un homme de Dieu, si c'est un homme qui comprend vraiment la Bible, il pouvait s'asseoir, réfléchir, avant d'accepter la proposition de ce monsieur, de son président, parce que moi, il n'est pas mon président. Quand l'association des religieux, je pense bien, on peut appeler ça comme ça, se sont assis pour parler, pour demander au gouvernement de changer des cadences, de changer sa manière de faire. Est-ce qu'il s'est joint à ceux-là? Parce que lui, il est aussi un pasteur. Est-ce qu'il s'est joint à eux? Mais il fait les déshydratats de choses, comment dirais-je, de pouvoir en place, étant donné qu'il est le Premier ministre. Donc c'est normal. Je vais parler de choses, comment on appelle ça, de la Renaissance. La Renaissance. Vous savez, le meeting, cette renaissance-là, on dit une renaissance, on dit une fête, c'est la renaissance. On dit, on va à la fête, on va à la renaissance. Le président Gbagbo a délivré un message, il a délivré un message, c'est tout. Mais il n'est pas venu faire un meeting proprement dit. Il est venu pour seulement communiquer avec son peuple. Il est venu communiquer avec ses sympathisants. Donc, votre histoire il n'a pas délivré un programme de société entre ici sorti là. Ça va où? Et puis, programme de société. On va délivrer ça pour que vous voliez ça, pour aller faire ça pour vous, quoi. Bon. Ça n'engage que vous. Lui, il a dit, quand le moment sera venu, faire un projet de société, il va le faire. Mais pour l'instant,
la chose la plus importante, c'est de faire asseoir une CI fiable. Donc, là, vous n'avez pas à venir à dire, oui, il est, comment on appelle ça, il n'a pas fait de projet de société, donc c'est cru. Quand Élysée dit, ouais, lui, il n'a, comment on appelle ça, il est meurtrier, je peux dire, il est meurtrier du fait que le président Gbagbo parle de Mamé qu'il a fraudé là. Écoutez, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais le monsieur ne peut pas venir s'asseoir là et puis parler de l'autre de cette manière-là. Autant plus que, si il n'était pas dans cette posture-là, ce monsieur Mamé ne pouvait pas accepter l'offre de l'actuel président, M. Alassane. Il ne pouvait pas accepter ça. Parce que, sachant très bien ce que M. Alassane fait et qui a fait, qui va faire et qui est en train de faire. Ou bien, il a la faim. Ou bien, il a, comment on appelle ça, il a eu le fusil sur la tempe. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les gens sont en train de fuir ce parti. Et toi, tu vas t'intégrer là-bas. La même chose pour le monsieur ici. Qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il va chercher? En tant que les gens sont en train de fuir. Ce monsieur, il a été acheté. Moi, je dis, il a été acheté. Parce que s'il n'a pas été acheté, comment se fait-il que le même PDCI qui était là-bas est sorti au moment où tous ceux qui étaient là-bas sont sortis, c'est maintenant lui qui rentre. Par rapport à quoi? Parce qu'il a fait, et il le dit très bien, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de travailler. Donc, étant donné qu'il n'est pas au pouvoir, son parti n'est pas au pouvoir, il ne peut pas avoir de l'argent, il ne peut pas avoir un salaire normal. Donc, il a besoin de se vendre à moins cher pour pouvoir se faire manger. Et c'est ça qui est déplorable. C'est ça. Il faudrait qu'on soit fort afin de pouvoir avoir une vie meilleure dans le futur. Parce que si il faut se vendre moins cher de cette manière-là, et puis demain, c'est toi, tu vas ronger les murs afin de pouvoir avoir quelques billets pour pouvoir manger. Moi, je dis non. Votre dignité, ça est où? Mais c'est ici. Je pense bien que tu es un camp. Ici, c'est côté à camp. Quand tu parles de génération, ici, génération, ça, c'est les Hébriers à Djoukru. Mais ici, là, c'est à Djoukru. Vous, les Adjoukru, surtout à Caen, sa dignité, là, on peut pas l'acheter, sa dignité. Mais il y a des farfelus comme lui, hein, qui viennent se faire acheter par le RDR. Non. Tu as étudié à l'extérieur et tu viens te comporter de la sorte. Et c'est pas. Tu peux retourner en Europe. Tu peux aller dans un autre pays. Je ne comprends pas. Non. Vraiment. Je vais vous laisser là parce que je ne veux pas allonger la vidéo. Il y a trop de choses à dire. Ils sont nombreux. Même ce bougnoul de Daouda, il dit quoi? Parce qu'il a eu un poste là, il va tout le temps critiquer le pouvoir en place. Et il dit le pouvoir en place, il va tout le temps critiquer l'opposition. Ne sortez pas. J'ai dit, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et l'expression, la liberté d'expression, ça se manifeste.
Ça se manifeste pas seulement parler, on peut aussi marcher sans toutefois avoir de problèmes, sans toutefois avoir des dégâts, sans toutefois avoir des morts. La marche là, c'est permis. La marche là, ça est dans la Constitution. Quand quelque chose ne va pas, on peut manifester. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, on a toujours manifesté de temps d'Oufoué jusqu'à Bédié, qu'arrivé à Gbagbo, on a toujours manifesté. C'est au temps d'Alassane, on ne peut pas manifester. Vous venez nous parler, non, ne sortez pas, ne vous faites pas tuer. Si Alassane n'avait pas instauré ça, si Alassane ne se mettait pas à travers de notre chemin, je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, il puisse avoir autant de morts. Autant de morts. Quand Oufou était là, Gbagbo a manifesté, Gbagbo a fait des meetings, Gbagbo a tout le temps manifesté parce que ce que Oufou faisait ne lui plaisait pas et il était contre la stratégie, sa manière de gouverner le pays. Mais il a manifesté. Mais jamais il y a eu autant de morts comme ceci. Est-ce qu'il y avait aussi des morts ailleurs? Est-ce qu'il y avait des morts comme vous le voyez là? Non, il n'y en avait pas. Vous venez, vous mettez là, bon, c'est le Moro en bas, personne ne peut brancher. Le petit du PDCI qu'on a mis en prison là, Macron 2. Par rapport à quoi? Parce qu'il a parlé. La liberté d'expression, c'est où? Et c'est dans ça vous êtes, et vous soutenez quelqu'un qui brime son peuple, vous le soutenez. Vraiment. Il faut être aveugle, il faut être aussi, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est, on peut dire, ignorant ou bien de mauvaise foi ou bien, bon, quoi. Ça. Les gars, je vous laisse là et on a une prochaine vidéo. C'est grave.